Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce début de semaine, lundi 2 décembre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, commençons par la page sportive. En guise de reconnaissance pour les équipes nationales malagasy de basket masculine et féminine, sacrées championnes d'Afrique de la FIBA 3x3, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, les a reçus aujourd'hui au palais d'État d'Amboutrouge. Une reconnaissance sous forme de prime de victoire et d'avancement spécial pour les gendarmes et policiers au sein de l'équipe nationale, mais surtout des formations et des stages au sein des centres internationaux pour ces basketteurs malagasy. Reportage sur les images de Andora Zajaïbe. Madagascar brille sur le continent africain dans la discipline basketball. Les équipes nationales malagasy féminines et masculines ont remporté la médaille d'or du championnat d'Afrique de basketball 3 contre 3 ou FIBA 3x3. C'est l'une des plus belles victoires pour la sélection féminine car elles se sont bien préparées physiquement, affirme la capitaine de l'Aqua féminine, Muriel Arsou Azanirin. Les garçons sont même allés jusqu'à s'entraîner 3 fois par jour, selon le capitaine des Aqua hommes, Livio Rocheto Atinarivu. Le résultat de cette compétition est une fierté pour tous les Malagasy et cela mérite amplement une reconnaissance. Ainsi, le président de la République de Madagascar a accédé à toutes leurs demandes tout en offrant une prime de victoire aux joueurs, aux coachs et au staff technique. De plus, ces basketteurs seront envoyés dans des centres de formation internationales pour préparer la Coupe du Monde. De telles victoires méritent de grandes reconnaissances et même si vous ne l'avez pas demandé, j'avais en tête d'offrir des avancements spéciaux pour les gendarmes et policiers au sein de l'équipe nationale, car vous avez joué pour l'honneur de la nation, ainsi vous méritez de monter en grade, et je ferai un décret spécial avant la fin de cette semaine pour cela. C'est aussi un cadeau de Noël en avance, affirme le chef de l'État malagasy aux joueurs. Le président malagasy a aussi ordonné au ministre de la Jeunesse et des Sports de voir de près les centres de formation et de stages internationaux à la demande des joueurs pour le renforcement de leurs performances. Ce soutien de l'État est une grande force pour ces joueurs de basketball. Ils ont alors affirmé leur reconnaissance vis-à-vis de l'État et du président de la République pour leur soutien indéfectible au sport malagasy et au basketball. Un soutien qui ne cesse de croître étant donné les diverses promesses qu'il a faites. Sans le chef de l'État et son aide, nous ne serons pas là aujourd'hui, affirme le capitaine des Aqua hommes. Ces sportifs malagasy affirment redoubler d'efforts pour faire la fierté du pays. De son côté, le président de la République de Madagascar ne cesse d'affirmer son soutien aux sportifs malagasy, notamment en construisant des infrastructures aux normes comme l'Arena Sport de Toamas, qui est une des plus belles infrastructures sportives du pays, qui pourra accueillir des rencontres internationales. Mahajanga en sera aussi doté, souligne le président Andry Rajoelina. Par ailleurs, des terrains de basket seront construits au niveau des Fukuntagnes, des communes et des districts dans tout le pays, pour accroître le niveau des basketteurs malagasy, mais aussi pour aider les nouveaux venus à s'affirmer dans cette discipline. Pour en revenir aux Aqua, leur performance leur permettra de participer à la Coupe du Monde de basket en 2025. Et puisqu'on a parlé de chef de l'État, parlons à présent des activités de son épouse, la première dame, Muriel Rajoelina. La deuxième semaine dans le cadre des 16 jours d'activisme débute aujourd'hui. Elle a été marquée par le coaching en intelligence émotionnelle au stade Bahia Mamas, à laquelle la première dame, Muriel Rajoelina, championne de la lutte contre les violences basées sur le genre, est venue y assister. La formation de ce jour a été axée sur les jeunes qui œuvrent dans le milieu social. Reportage signé Mirvulas Ferran et Andora Zajaïbe. L'émotion peut détruire ou améliorer la vie d'une personne. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir gérer ses émotions. De plus, ne pas savoir gérer ses émotions peut engendrer de mauvais choix. Pour les jeunes œuvrant dans le milieu social qui sont venus assister à cette formation, la gestion des émotions est importante afin de pouvoir évoluer, mais aussi pour prendre ses responsabilités pour le pays. De telles formations sont aussi un moyen de partager et de savoir autre chose, comme l'intelligence émotionnelle. Après la présentation et le partage, l'épouse du président de la République, la première dame Muriel Rajoelina, a encouragé les jeunes qui traversent des difficultés. Elle a également fait un partage aux jeunes et aux acteurs dans la société sur le sujet. Après la demande de coach Timna Ndjianev et des jeunes, la première dame Muriel Rajoelina a affirmé que la formation sur l'intelligence émotionnelle se poursuivra.
À noter que cette formation du coach Tim Ndjianev et de l'association FITI s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences. 100 jeunes sélectionnés par le ministère de la Jeunesse et des Sports ont bénéficié de cette formation dispensée par l'association FITI. Des formations similaires sont dispensées au centre de prise en charge intégré de Mamassen pour ceux qui ont été victimes de violences, qui sont venus chercher refuge et se plaindre. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes et les acteurs sociaux de bénéficier de la formation sur l'intelligence émotionnelle pour qu'ils prennent en main leur avenir. Et outre les formations en intelligence émotionnelle, il y a également les activités au niveau des caravanes médicales, toujours dans le cadre de ces 16 jours d'activisme. C'est dans le premier arrondissement de la capitale que l'opération Caravane médicale pour une santé de proximité, organisée par l'association FITI, menée par la première dame Mial Radzouiln, le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé, a poursuivi son périple sanitaire aujourd'hui. Comme dans les autres arrondissements, bon nombre de personnes sont venues se faire soigner ou consulter. Il s'agit d'une mobilisation dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme avec en parallèle des sensibilisations sur la lutte contre la violence. Reportage de Oubra Samman et Anzar Razanarville. Après être passé dans le district Tavaradjan, dans le 3e, 4e, 5e et 6e arrondissement de la capitale, la caravane médicale pour une santé de proximité a été au stade Malakam Antanmen dans le 1er arrondissement aujourd'hui. Il s'agit d'une opération initiée par l'association FITI, le ministère de la Santé publique et l'OMS visant à offrir des services de santé gratuits aux habitants. La caravane médicale est actuellement dans sa 6e journée. En parallèle avec cet événement, il existe aussi des sensibilisations contre la violence basées sur le genre sous toutes ses formes, notamment les violences physiques, morales, économiques, entre autres, dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme. L'un des services sanitaires dont les habitants peuvent bénéficier lors de cette action est le soin dentaire. Comme cette mère de famille, cela fait longtemps qu'elle devait effectuer de soins, mais par manque de moyens, elle ne l'a pu faire et elle a donc profité de cette action car c'est entièrement gratuit. Pour demain, dernier jour de la caravane, ce sera au tour du 2e arrondissement de l'accueillir. La caravane médicale, organisée par l'association FITI, menée par la première dame, Mial Radzouiln, le ministère de la Santé publique et l'OMS, aura lieu au terrain d'Ambouimianj, Saint-Ignace. Passons à présent à la page politique. L'association Tous Ensemble pour Madagascar, ou TEM, présidée par Ndjianome Rakhoutmanansou, a organisé une conférence rassemblant la diaspora malgache pour aborder les enjeux des élections municipales de 2024 dans la capitale de Madagascar. Avec la participation d'associations et d'invités influents, cet événement a mis en lumière le rôle crucial de la diaspora dans le développement de la capitale. Parmi les intervenants lors de la conférence organisée par la diaspora malgache au sein de l'association TEM, Michael Reli Sloufnien, ancien directeur de cabinet adjoint à la commune urbaine d'Antananarive, qui a livré une analyse sur les défis majeurs d'Antananarive. Expert en gestion urbaine, il a souligné l'urgence de résoudre les problématiques de surpopulation, de circulation et d'assainissement, des sujets qui préoccupent au quotidien les habitants de la capitale. La future administration doit mettre en place des infrastructures adaptées et des services publics fiables, souligne-t-il. Son message appelle à une gouvernance rigoureuse et surtout à une collaboration active entre le maire et le gouvernement pour relever efficacement ces défis. De son côté, Ndjianasoulou Ramambazaf, engagé dans des initiatives pour la démocratie participative et membre du TGV, a insisté sur l'importance de l'application citoyenne dans le développement de la capitale. Antananarive est le cœur de Madagascar et sa vitrine, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'une responsabilité collective pour préserver la capitale et contribuer à son évolution. Ramambazaf a également rappelé les conséquences de mauvais comportements quotidiens tels que les déchets abandonnés ou le non-respect des règles d'urbanisme et a encouragé chaque citoyen à participer activement à la propreté et à la sécurité de la ville. Les interventions de Michael Reli Sloufnien et d'Ndjianasoulou Ramambazaf ont résonné auprès des membres de la diaspora, rappelant que la réussite de la capitale dépend d'une action concertée entre les autorités et la population elle-même. Pour ces experts, la compétence et l'intégrité sont essentielles pour tout candidat souhaitant relever les défis de la capitale de Madagascar.
Ces élections municipales de 2024 représentent bien plus qu'une échéance politique pour la diaspora malagasy. Elles incarnent une chance unique de bâtir une capitale à la hauteur des aspirations de tout un pays. Pour le Tout Ensemble pour Madagascar, la candidate Ramanantsoa, présentée par la plateforme IRMAR, remplit les critères pour le développement de la ville. Dans la page économique, l'exploitation minière à grande échelle devrait être alignée sur les transformations énergétiques selon la société civile lors d'une consultation qui s'est tenue aujourd'hui. Le ministère des Mines élabore actuellement la loi relative aux investissements des grandes mines. Dans ce cadre, une consultation a été organisée aujourd'hui au MBC IVAT avec divers acteurs, notamment les opérateurs des grandes mines, la société civile et représentants de l'État. Il est encore possible de soumettre des propositions via la plateforme en ligne. Les détails avec Ruth Christelle Ragout-Malal sur les images d'Yves Janel. L'exploitation minière à grande échelle est une source de revenus pour le trésor public. En plus de cette contribution, les entreprises opérant dans ce secteur participent également au développement des régions et communes où se trouvent les sites d'exploitation. Selon l'OCIE, une organisation de la société civile, cette activité doit être en phase avec les politiques énergétiques pour ne pas devenir une charge supplémentaire. L'objectif, selon elle, est de favoriser l'exportation de produits transformés afin d'en tirer un maximum de bénéfices. Il est également essentiel, selon Transparency International, que toutes les stratégies concernent les travailleurs du secteur et la gestion des bénéfices issus de l'exploitation minière soient clairement définies dans une stratégie nationale. Aujourd'hui, le ministre des Mines, Ragout-Malala Erdjane Olivier, accompagné de ses techniciens, a organisé une consultation avec les autorités étatiques, la société civile et les opérateurs miniers. Cette rencontre a porté sur l'élaboration de la loi relative aux investissements des grandes mines. 5 points principaux ont été abordés. Question sur la contribution de ces grands projets au niveau national, au niveau régional et aussi au niveau local. Comment ça va être mis dans la loi, parce que la loi LGM actuellement en vigueur ne tient pas en compte ces contributions. Il y a aussi la question d'emploi. En tant que grand projet minier, il y a différentes phases. La phase de recherche, la phase de construction, et pour arriver finalement à la phase d'exploitation proprement dite. Pendant la phase de construction, ça nécessite beaucoup de spécialités que peut-être n'existent pas encore à Madagascar. Ça, c'est une phase qui n'est pas longue, c'est une phase qui se situe entre 2-3 ans maximum. Et il y a la phase d'exploitation qui va durer sur le long terme selon la durée de vie de la mine. Le troisième point qui est objet de la discussion aussi actuellement, ce sont les contributions, les questions de garantie de stabilité juridique, stabilité fiscale, stabilité douanière et aussi les facilités douanières, facilités fiscales. Une question qui se pose aussi, c'est pour sélectionner les grands projets, quel investissement peut-on considérer que c'est un grand projet minier? Donc c'est une discussion sur le seuil d'éligibilité dans cette loi. On a mis déjà dans l'actuel code minier, à l'article 407 alinéa 2, la mise en place d'un comité au niveau du Comité national des mines qui va donc faire le suivi des grands projets miniers. Dans l'actuelle loi sur les grands investissements miniers, il y a aussi un comité ou une commission qui s'appelle Commission sur les grands investissements miniers, qui est en charge de l'évaluation des dossiers de candidature sur l'éligibilité à cette loi. La dernière réforme de la loi sur les investissements des grandes mines remonte à 2005. Avant la finalisation du projet de loi, toutes les propositions exprimées lors de ces consultations seront prises en compte. Cette réforme vise à mettre en œuvre la politique générale de l'État qui ambitionne d'ouvrir 20 grands projets miniers d'ici 5 ans, dont 2 dès 2025.
Et afin d'aider les jeunes à trouver un emploi, le syndicat de l'industrie de Madagascar aussi m'a mis en place la plateforme numérique Polstage. Les employeurs et les jeunes à la recherche d'un apprentissage ou d'un stage peuvent se contacter directement via ce système. Reportage signé Radroman Nzatov et Anza Razanarville. Des milliers de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque année à Madagascar. La recherche d'emploi reste néanmoins difficile pour ces jeunes après leurs études. Raison pour laquelle le CIM, ou syndicat des industries de Madagascar, a mis en place la plateforme numérique Polstage pour mettre en relation directe les sociétés ou les employeurs et les jeunes en quête d'emploi et de stage. Les sociétés peuvent mettre dans cette plateforme numérique leurs avis de recrutement et les étudiants peuvent y répondre en envoyant leur CV. Les avis de recrutement et les demandes d'emploi et de stage sont directement reçus au sein de cette plateforme numérique, car plus de 130 entreprises y sont regroupées, outre les universités. Les entreprises et les universités qui souhaitent intégrer cette plateforme numérique peuvent encore le faire actuellement. Ce projet a été mis à la connaissance du public la semaine dernière. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ou UNRWA, a annoncé hier suspendre la livraison d'aide dans la bande de Gaza depuis un point de passage clé avec Israël, Kerem Shalom, car l'acheminement était devenu impossible. Les détails avec France 24. Les conditions pour un acheminement de l'aide humanitaire à Gaza ne sont plus réunies. C'est la conclusion de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, qui annonce la suspension de ces livraisons via le point de passage de Kerem Shalom. Depuis le 16 novembre, les convois sont pris d'assaut par des pilleurs. L'acheminement d'aide y est devenu impossible. Nous avons atteint un point où cela n'a aucun sens d'essayer d'acheminer de l'aide en sachant qu'elle va être pillée. En continuant ainsi, nous mettons en danger la santé et la vie des chauffeurs sous contrat. Nous avons donc décidé de faire une pause. En réalité, nous y avons été contraints en raison de la situation sur le terrain à laquelle nous sommes confrontés ici chaque jour. Selon les Nations Unies, ces bandes armées mènent leurs opérations dans des zones sous contrôle de l'armée israélienne, censées faciliter le passage de l'aide et assurer la sécurité des travailleurs humanitaires. Mais le mois dernier, près de 100 camions d'aide ont été détournés. 3 Palestiniens membres d'une ONG américaine ont été tués dans un bombardement israélien ce week-end. Il y avait un convoi de voitures chargées d'aide au point de passage. Il a été heurté par un drone. Il y avait d'autres personnes sur place. Elles sont allées apporter leur aide. Mais un second missile les a touchés. L'ONG World Central Kitchen a suspendu ses activités dans la zone. En avril dernier, 7 de ces humanitaires avaient péri dans une attaque de l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, plus de 330 travailleurs humanitaires ont perdu la vie. Ces chiffres témoignent d'un manque de considération inquiétant pour la vie des civils et des travailleurs humanitaires. C'est du jamais vu dans l'histoire récente. Les ONG avertissent. La famine, les pillages généralisés et les viols fréquents dans les camps de réfugiés ont fait sombrer l'enclave palestinienne dans l'anarchie. Le président syrien Bachar al-Assad a cherché hier, dimanche 1er décembre, à obtenir le soutien de ses alliés après avoir perdu le contrôle d'Alep, la deuxième ville de Syrie, lors d'une offensive rebelle qui a fait plus de 400 morts selon une ONG. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011 que le pouvoir perd totalement le contrôle de cette ville septentrionale. France 24. Guerrier rebelle cagoulé à la place de ce portrait de Bachar al-Assad. Cela ne fait plus aucun doute. Une large partie d'Alep est aux mains des islamistes pour la première fois depuis 2011. Dans les rues de la deuxième ville du pays, les drapeaux du régime syrien sont piétinés, brûlés, remplacés par ceux d'une opposition triomphante dans un concert de tirs de mitraillettes. Nous rassurons notre peuple et nos proches en leur disant qu'ils sont notre famille. Nous sommes venus pour vous protéger, pour vous libérer du régime criminel d'Assad et de ses tueurs d'enfants. Autre symbole, celui de statues de la dynastie Al-Assad mise au sol, comme ce régime que l'opposition veut renverser. Les rebelles veulent aussi redorer leur image, distribution gratuite de pain dans la rue. Pourtant,
Certains civils redoutent la suite. Comme cet habitant d'Alep que nous avons contacté, il souhaite rester anonyme. Si l'armée syrienne veut les déloger, ça va être un carnage. Par contre, l'autre scénario, c'est que l'armée syrienne abandonne Alep et donc on reste sous le joug des islamistes. Et les rebelles ne comptent pas en rester là. Damas, on arrive! Après la prise d'Alep, depuis leur bastion du nord-ouest en orange, leur avancée est rapide sur cette route qui mène à la capitale, Damas. En témoignent ces images filmées dans la province de Hama. On y voit ces chars de l'armée syrienne abandonnés au bord de la route. Comment expliquer cette offensive éclair? Tout d'abord, le Hezbollah, allié du régime, est accaparé par le conflit au Liban. C'est donc sur un autre partenaire de taille, la Russie, que compte Bachar al-Assad. Depuis sa base aérienne sur la côte, Moscou fait décoller des avions qui bombardent notamment Idlib, fief de l'opposition. Le bilan depuis le début de l'offensive s'élève à 412 morts, dont 61 civils. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden est finalement revenu sur sa parole en graciant hier, à quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, son fils Hunter, qui attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale, d'armes à feu et de fraude fiscale. France 24. Qu'il avait promis de ne pas le faire, Joe Biden gracie finalement son fils Hunter juste avant son départ de la Maison-Blanche. Ancien avocat et homme d'affaires, Hunter Biden, 54 ans, était poursuivi par la justice américaine pour fraude fiscale et pour l'achat d'une arme sans avoir déclaré son passé de toxicomane. Il avait plaidé coupable pour la fraude fiscale et payé des pénalités. Pour l'arme, il avait été jugé coupable et attendait de connaître sa peine. Le président américain estime que de tels faits ne valaient pas de telles poursuites. Pour lui, les accusations contre son fils ont été instrumentalisées par les républicains. Les accusations ont émergé seulement après avoir été instigé par plusieurs de mes opposants politiques au Congrès pour m'attaquer et s'opposer à mon élection. Aucune personne raisonnable qui examine les faits dans les affaires concernant Hunter ne peut aboutir à une autre conclusion que celle-ci. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il est mon fils et ce n'est pas correct. Une grâce à laquelle Donald Trump n'a pas manqué de réagir. La grâce accordée par Joe à Hunter inclut-elle les otages du 6 janvier qui sont maintenant emprisonnés depuis des années? Quel abus et quelle erreur judiciaire! Par otage du 6 janvier, Donald Trump entend les émeutiers qui ont pris d'assaut le Capitole en 2021 et ne reconnaissait pas la victoire de Joe Biden. Ce n'est pas la première fois qu'un président gracie un proche. Bill Clinton l'avait fait pour son demi-frère condamné pour possession de cocaïne et Donald Trump pour le père de son gendre, Charles Kushner, condamné pour fraude fiscale, qu'il vient de nommer ambassadeur des États-Unis en France. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Votre soirée frisson de ce soir, ce sera le film Smell 2. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.